Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho spéciale Union européenne. Je suis accompagnée de l'eurodéputé Aurore Lalucq, Alexandre Baradez, directeur de l'analyse marché chez IG France, Charles-Henri Colombier, économiste chez Rexecode, et Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South et directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme de cette émission, le Qatar a-t-il infiltré le Parlement européen en achetant des responsables politiques? L'eurodéputée grecque Eva Kaili reste écrouée. Son compagnon reconnaît l'existence d'un réseau de corruption au sein du Parlement. Comment renforcer les règles anticorruption au sein de l'institution? On en parle dans un instant. Face à la crise de l'énergie et la course aux subventions américaines, les 27 tentent de se coordonner. Alors que se conclut un nouveau sommet européen, les principales décisions sont reportées. Pourquoi ça coince? Éléments de réponse à suivre. Et face à la hausse des prix, les banques centrales poursuivent leur tour de vis en modérant la cadence. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont toutes augmenté leurs taux, mais à un rythme moins soutenu. L'analyse de nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur l'affaire du Qatargate, des valises de billets retrouvées lors de perquisitions visant notamment la vice-présidente Eva Kaili, l'eurodéputé Pier-Antonio Panzeri et son assistant Francesco Giorgi. Ils sont soupçonnés d'avoir accepté des sommes d'argent de la part du Qatar qui voulait ainsi influencer sur certaines décisions. Aurore Lalucq, les principaux intéressés ont été exclus du groupe des sociaux-démocrates dont vous faites partie. Comment gère-t-on cette atteinte à la réputation du groupe, à la réputation du Parlement européen? C'est plus qu'un problème pour le groupe social-démocrate, plus que pour le Parlement européen. C'est un problème pour la démocratie et pour les citoyens. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a... Oui, le Parlement étant la représentation démocratique. C'est la représentation démocratique qui est impactée et c'est terrible. Pour l'instant, déjà, l'enquête judiciaire doit se poursuivre. Elle n'est pas finie. On voit qu'il y a de nouveaux parlementaires dont on a demandé la levée de l'immunité. Je pense notamment à une autre députée, cette fois-ci, qui siège au PPE. Par ailleurs, il y a la question du Qatar, mais aussi arrive apparemment la question du Maroc. Donc, il faut absolument laisser le temps à la justice belge, qui fait quand même un travail remarquable, parce qu'il faut pouvoir gérer un Parlement européen, qu'elle puisse continuer à faire son travail, voir tout ce qui se passe. Nous, du côté du Parlement européen, maintenant, on a des responsabilités à prendre pour que ça n'arrive plus. On a du mal à comprendre comment expliquer qu'au sein du Parlement, rien n'oblige un eurodéputé à déclarer ses rencontres avec des représentants d'un État tiers, par exemple. Alors, il y a ça. Donc ça, là-dessus, on va demander un registre. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que nous, en France, par exemple, on a un certain nombre de garde-fous qui ne sont pas parfaits parce qu'il y aura toujours des gens corruptibles et il y aura toujours des gens pour corrompre. Tout comme on peut faire une loi pour empêcher les viols, les meurtres, malheureusement, il y aura toujours des violeurs et des tueurs. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est par contre de mettre en place des règles, effectivement, pour éviter ce type de problématique. Il nous faut, par exemple, une haute autorité pour la transparence de la vie publique. On l'a en France, on ne l'a pas dans les autres pays européens, par exemple. Il faut qu'on le mette au niveau européen en place. On a demandé une commission d'enquête dans notre résolution. Côté Parlement européen. On a demandé également qu'une commission fasse des propositions pour pouvoir remédier à ce type de problématique. On a demandé aussi qu'un vice-président, celui qui remplacera Eva Kaili, soit là pour être justement monsieur anti-corruption, monsieur réforme, pour avoir plus de transparence. Et puis oui, il y a tout un tas de choses à faire et qui pose d'ailleurs plein de questions. Quelle est la frontière entre... le fait de rencontrer des acteurs de la vie économique qui est essentiel quand on est député et d'être sous influence, le lobbying. Justement, faut-il interdire ou en tout cas plus encadrer, ne serait-ce que les groupes d'amitié qui existent au sein du Parlement et qui parfois peuvent être suspectés d'être des relais d'influence? Mais bien sûr. Et il y a toute une question d'avoir un registre transparent, cette question de la haute autorité, qui était d'ailleurs des propositions qui avaient été faites sous les précédents mandats et qui avaient été bloquées, notamment par toute une partie. Mais faut-il aller plus loin je pense notamment à encadrer davantage les résolutions d'urgence qui sont prises au Parlement et qui émanent le plus souvent de sous-commissions des droits de l'homme qui, elles aussi, peuvent être instrumentalisées par des États tiers? Là, on l'a vu. Là, on l'a vu, ça a été... Enfin, on l'a vu. Il faut laisser l'enquête suivre son cours, mais il y a de grosses suspicions, pour le coup. Donc, ce n'est pas tant le fait d'encadrer les résolutions d'urgence. Moi, j'ai toujours pensé qu'on en faisait trop au Parlement européen.
Voilà, qu'on devrait un peu plus se fixer sur les questions européennes plutôt que de donner à chaque fois notre avis sur tel ou tel pays du monde. Voilà. Donc, il y en a trop de toute façon. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est qu'il y avait quand même, semble-t-il, une personne au cœur de tout un système qu'il va falloir démanteler et effectivement mettre des garde-fous. Vous le dites, plus de transparence, peut-être arrêter de se disperser et se concentrer sur les sujets phares, mais la question du contrôle aussi se pose. Quel contrôle, quelles sanctions? Exactement. Quels sont les moyens qui sont dévolus à cela? Eh bien, il y en avait très peu jusqu'à présent. Alors, par exemple, il y a ce qu'on appelle, il y a l'équivalent d'un code de conduite au niveau européen. Mais ce code de conduite, ce comité éthique, n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'il va faire une recommandation auprès de la présidente du Parlement européen. Mais cette recommandation, elle peut la suivre ou pas. Voilà, donc c'est pas possible en fait. Il y a un moment où il y a un petit côté, si vous voulez, en permanence soft power, côté européen. Il faut vraiment qu'on sorte de ça. Pour avoir un contrôle beaucoup plus strict. Et puis pour être crédible quand précisément l'Union européenne cherche à lutter contre la corruption ou veut entraîner certains partenaires, je pense notamment à la Hongrie. Quelle crédibilité après une telle affaire? On l'a vu. Orban, sa première réaction d'Orban, qui dirige le gouvernement en Hongrie, a été de se moquer de l'Union européenne en disant vous ne pouvez pas nous faire des leçons de morale sur l'état de droit si vous-même, vous avez en votre sein des corrompus. Donc ça nous affaiblit, mais ça affaiblit la démocratie, on le voit dans son ensemble. Alors vous le disiez, l'affaire ne semble pas s'arrêter là. Le compagnon d'Eva Kaili admet avoir fait partie d'une organisation utilisée à la fois par le Maroc et le Qatar dans le but de s'ingérer dans les affaires européennes. Ce sera le prochain. Mais on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, Raphaël Glucksmann, qui est mon collègue au Parlement européen, préside la commission des ingérences, justement, pour essayer de comprendre. Oui, qui était plus d'ailleurs centrée sur la Russie. La Russie, etc. Mais voilà, pourquoi pas étendre les pouvoirs de cette commission. Il y a aussi, et je trouve que c'est une proposition vraiment très intéressante, d'avoir, encore une fois, une vice-présidence du Parlement européen dédiée à ces questions spécifiques. Mais cette affaire doit nous permettre de repartir du bon pied. De tout réformer. De tout refaire, et de tout réformer. Francis Perrin, on parle du Qatar, petit État, mais grosse influence, notamment dans le gaz naturel liquéfié. Vous avez raison de résumer petit État, mais grosse influence. Le Qatar, rappelons-le pour nos téléspectateurs, c'est à peu près 3 millions d'habitants et moins de 11 600 km². Mais l'influence de ce pays est absolument sans proportion avec sa population faible et sa superficie très faible. Alors sur quoi elle repose, à part les valises de billets, et qui sont manifestement bien remplies? C'est un élément de l'influence du Qatar, mais ce n'est qu'un petit élément, je dirais le petit bout de la lorgnette, au-delà de son importance pour la démocratie que vous avez justement souligné. Le sport, je n'en parle pas, on est dans la Coupe du monde de football, c'est évident. Une diplomatie très active. Pensons notamment aux négociations entre États-Unis et talibans par l'intermédiaire du Qatar. Le Qatar abrite une base militaire américaine, qui est la plus importante base militaire du Pentagone dans toute la région du Moyen-Orient. Pensons également aux médias avec Al Jazeera et le rôle que ce média a joué dans les printemps arabes du début de la décennie précédente. Et bien sûr, et vous l'avez dit, le dernier mais pas le moindre, certainement pas le moindre, le gaz. Ce pays, dès les années 1990, a fait le pari du gaz naturel liquéfié, GNL, du gaz transporté par des bateaux qu'on appelle des méthaniers. Il est devenu, avec la coopération de géants pétroliers, le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Dans la période récente, il a été rattrapé par les États-Unis et l'Australie, donc maintenant il y a 3 pays en tête, et il vient de décider en 2022 de relancer de nouveaux développements de gaz naturel liquéfié pour redevenir le premier exportateur mondial. Et dernier point, la guerre en Ukraine. L'Allemagne, tout récemment, il y a quelques semaines, a signé un contrat pour obtenir du gaz naturel liquéfié du Qatar sur une période de 15 ans à partir de 2026. C'est tout ça l'influence du Qatar, et plus évidemment quelques affaires dont le Qatargate, mais c'est beaucoup plus important et beaucoup plus complexe. Vous l'avez souligné, cette importance du gaz. Alors outre ce scandale de corruption, les chefs d'État et de gouvernement des 27 ont aussi débattu des prix et du gaz et de l'énergie cette semaine et des moyens de les contenir en Europe. Et une fois de plus, ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un plafonnement du prix du gaz. Ils ont préféré confier au ministre de l'Énergie qui se réunissent lundi. Charles-Henri Colombier, pourquoi est-ce si difficile de se mettre d'accord sur ce plafonnement des prix du gaz au niveau européen ?
Alors d'abord, d'un côté, on voit que cette recette est une recette qui a porté ses fruits sur la péninsule ibérique, puisque à la fois en Espagne ou au Portugal, on a mis en place ce type de mesure qui, je le rappelle, consiste à plafonner le prix du gaz qui est utilisé afin de production d'électricité. Et ça a eu un effet très rapide à la baisse sur le taux d'inflation sur l'électricité payé par les ménages. Et pourquoi ne pas le généraliser? Pourquoi pas le généraliser? Je pense que manifestement, il y a des désaccords au sein des pays européens avec une réticence notamment allemande d'aller vers ce type de mécanisme dont on craint qu'il puisse favoriser à l'avenir des pénuries de gaz naturel. Il faut bien comprendre qu'en France, on est finalement assez peu inquiet de manquer de gaz naturel puisque nous disposons d'ores et déjà de différents terminaux méthaniers. Nous avons une dépendance au gaz naturel qui, dans l'absolu, est plus faible que celle de l'Allemagne. Pour d'autres pays européens, Allemagne en tête, la crainte de manquer de gaz naturel dans les prochaines années est une préoccupation assez importante. Évidemment, un mécanisme qui limite durablement les prix sur le marché européen, de leur point de vue, pourrait effectivement détourner les flux de gaz naturel de l'Europe dans un contexte où la demande chinoise risque par exemple de repartir assez fort si les restrictions zéro Covid sont levées. Alexandre Baradez, la Banque centrale européenne s'est elle-même inquiétée de la mise en place d'un tel mécanisme? Oui, elle s'en inquiète, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle estime qu'il y a un contrat de référence qu'on regarde tous en ce moment, c'est le contrat TTF, Dutch TTF, donc qui porte bien son nom, Dutch Pays-Bas. Donc les échanges se passent aux Pays-Bas et sont des échanges centralisés avec des chambres de compensation pour s'assurer que les règlements se passent correctement. Ce que la BCE craint, c'est que ça génère en fait des contacts ensuite de gré à gré, c'est-à-dire qu'ils sont plus centralisés, où finalement le gré à gré, c'est ce qui est en dehors c'est pas un gros mot le gré à gré, mais c'est moins centralisé, on voit pas les carnets d'ordre, on voit pas tout ça, donc c'est un peu moins transparent. Et la BCE craint également des questions de marge aussi, pour certains négociateurs de l'énergie, des problèmes pour la gestion des marges en fait, et des risques d'appel de marge, les prix fluctuent de manière un peu trop importante. Donc ça, c'est ce que la BCE montre comme crainte, et la BCE peut-être aussi sous influence de son aide la plus dure, plutôt Allemagne, Pays-Bas, on sait qu'ils sont assez en avant sur ce thème-là. Ils ne veulent pas d'intervention sur le marché. Ils ne veulent pas. Après, il y a quand même hier, j'écoutais le président français donc expliquer pourquoi il fallait négocier sur ces prix de l'énergie. Il y a quand même des pistes intéressantes. Les achats de gros, ça c'est évident que c'est quelque chose qu'il faut faire. Négocier les contrats à terme, donc sur une durée longue, ça donne de la visibilité, ça limite la volatilité par exemple. Et il faut quand même aussi dire, on a l'impression qu'on navigue dans des prix du gaz qui sont absolument dramatiques. Ils l'ont été courant de l'été, quand on était monté à des 340 € l'équivalent mégawattheure. Là, on est retombé il y a quelques semaines, quand les températures étaient plus douces, même brièvement, sous les 100 € le mégawattheure. Avant la crise, quand tout allait bien, je veux dire, avant la crise Covid, c'était du 30 à 40 € le mégawattheure. Mais déjà en 2021, avant l'invasion de l'Ukraine ou autre, quand il y avait une forte demande mondiale, on était déjà à des 70-80 €. Donc c'est ces zones de prix qu'il faut retrouver. Là où on se parle, on est sur du 120-130. Donc le marché s'est quand même pas mal détendu. Et malgré le fait que là, les températures soient à nouveau froides depuis quelques temps, on voit que la nouvelle tension qu'on a depuis quelques semaines est en train de retomber un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Aurore Lalucq. Oui, c'est effectivement sur les contrats long terme qu'il faudra absolument jouer, à mon avis. Et ça fait partie, c'est un peu technique, mais ça fait partie, à mon avis, du cœur du dossier. Il y a un très gros désaccord, c'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, personne ne voulait du plafonnement du gaz. Puis après, Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de jeux entre pays. Dans un premier temps, on a dit à la Commission européenne, il faut proposer un plafonnement du gaz. La Commission européenne ne voulait pas. À partir du moment où Après, on a parlé d'achat groupé aussi. Voilà, à partir du moment où elle a proposé le cap sur le prix, on lui a dit, mais non, ça ne va pas, parce que c'est vrai que le prix était un prix extrêmement élevé qui n'avait quasiment jamais été atteint par les marchés. Ensuite, il y a la question, est-ce qu'il faut prendre le système ibérique ou pas? Là aussi, il y a des tensions entre les pays, parce que le système ibérique peut avoir ses avantages, mais il peut aussi coûter très cher, notamment aux consommateurs. Donc, tout ça est un petit peu compliqué. Et puis, il y a le jeu allemand, de l'autre côté, qui ne veut pas de plafonnement du prix. Donc, tout ça va être discuté. Et puis, qui craint des pénuries, comme on l'a dit. Et qui craint, en fait, que, effectivement, le gaz aille ailleurs, finalement. Donc, tout ça va être discuté le 19 décembre, avec la question des achats groupés. Et puis, il faudra réfléchir aussi à la question d'un fonds de souveraineté dont on est en train de discuter, dont les contours ne sont absolument pas définis pour l'instant. Et quelle réponse on va faire aussi à l'Inflation Reduction Act, on va côté américain. Il y a tout ça qui est sur la table. Ce sont des enjeux cruciaux parce que là, pour l'instant, finalement, l'hiver se passe pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'on a réussi à remplir les stocks. Le vrai enjeu, c'est l'hiver prochain, parce qu'on arrivera avec des stocks relativement vides cette fois-ci. Précisément, Francis Perrin, on le dit à l'instant, les cuves semblent assez remplies pour cet hiver, mais ça se complique pour l'année prochaine.
Oui, l'hiver 2022-2023 ne sera pas simple, mais on devrait passer. L'hiver 2023-2024 sera compliqué parce qu'on ne sait pas combien de gaz russe on aura en 2023, peut-être zéro. La Russie, à travers Gazprom, a sérieusement resserré le robinet du gaz vers l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc on en importe aujourd'hui, fin 2022, beaucoup moins qu'au début, mais il y en a encore qui arrivent. Est-ce que cet hiver et l'an prochain, il y en aura un peu, certainement pas beaucoup, passionnez-moi la folie, mais est-ce qu'il y en aura un peu ou pas du tout? Par ailleurs, il y a un autre élément, c'est ce qui va se passer en Chine. Avec sa politique zéro Covid, M. Xi Jinping plombe l'économie chinoise. Et ça, c'est important pour les Européens. En fait, c'est un avantage pour nous. Parce que comme il plombe l'économie chinoise, cette économie consomme moins d'énergie et importe moins d'énergie, y compris de gaz, que ce qu'elle ferait si elle fonctionnait normalement. S'il y a l'an prochain un assouplissement significatif et durable de cette politique zéro Covid, la Chine importerait, dans cette hypothèse-là, plus de gaz, notamment de gaz naturel liquéfié l'an prochain, et serait plus en concurrence avec les pays européens pour importer du gaz qu'elle ne l'a été en 2022. Donc on peut dire quelque part, vive la politique zéro Covid pour le marché du gaz en Europe. Évidemment, ça ne se dit pas parce que ce n'est pas poli diplomatiquement, mais c'est vrai. Ça fait beaucoup réagir sur le plateau, en tout cas. Charles-Henri Colombier, vous diriez que nous sommes face à un choc gazier, et quelle différence avec un choc pétrolier comme on a pu en connaître dans le passé? Oui, je crois que c'est important de bien comprendre qu'un choc énergétique pétrolier, comme on a connu dans les années 70 par exemple, est un choc qui se transmet de manière rapide, brutale à l'économie, puisque les prix à la pompe reflètent avec un décalage d'à peu près un mois le prix du Brent. Dans le cas d'un choc gazier, on a un mécanisme de propagation qui est beaucoup plus lent et graduel, qui à court terme peut donner l'impression que finalement on s'en sort pas si mal. Et c'est un peu l'ambiance qui règne en France actuellement. Mais perdons pas de vue que la propagation est loin d'être terminée. En réalité, un grand nombre d'entreprises fonctionnent avec des contrats annuels à prix fixe, dont une grande partie du renouvellement va avoir lieu début 2023. Et on a par ailleurs le fait que le gaz est un entrant majeur dans toute une série de secteurs industriels, chimie, sidérurgie, que par conséquent les prix de ces produits eux-mêmes vont finir par propager dans une certaine mesure l'augmentation des prix du gaz. Donc en réalité, côté Rexecode, on s'attend plutôt à ce qu'on ait non pas nécessairement un effondrement ou une récession très rapide de l'économie, mais plutôt un effet de propagation assez lent qui risque de provoquer 2 années de croissance un peu faible en Europe. Alors il y a un autre point de friction, vous l'évoquiez tout à l'heure, Laurent Lalucq, la réponse à apporter au plan américain, le fameux Inflation Reduction Act, de 369 milliards de dollars de subventions pour les industries vertes. Là encore, les chefs d'État temporisent, demandent à la Commission de concocter une stratégie de réponse d'ici le début de l'année prochaine. Comment répondre à ces mesures qui sont teintées de protectionnisme? Moi, je dois avouer que j'ai été très choquée en fait, par la réponse européenne dans un premier temps, parce que j'ai trouvé que on s'est mis à trembler, presque à pleurnicher. Dans un premier temps. Dans un premier temps, en disant mais c'est pas possible, les États-Unis peuvent pas faire ça, etc. Les États-Unis ont toujours eu une dose de protectionnisme, nous aussi. Et par ailleurs, c'est surtout un plan de décarbonation de l'économie américaine qui est l'une des plus polluantes au monde. Donc en fait, on devrait s'en réjouir. Après, oui, il y a un volet, effectivement, qui est pas du tout dans le logiciel européen, qui est celui de faire des subventions à travers des crédits d'impôt, de flécher un peu la production vers la filière nord-américaine, notamment pour l'automobile, pas que États-Unis, nord-américaine. Nous, on doit répondre en faisant exactement la même chose. Si vous voulez, on ne peut pas avoir une politique industrielle et une politique de transition écologique sans avoir, par exemple, des contrats à long terme qui permettent de sécuriser les entreprises, sans avoir des subventions, sans dire exactement ce que l'on veut. Et c'est, à mon avis, ça que doit être notre réponse. On en a discuté au Parlement européen cette semaine avec la commissaire Vestager. Ça ne peut pas être qu'une réponse, si vous voulez, fondée sur les lois de l'OMC en disant « oh là là, c'est de la concurrence déloyale ». Est-ce qu'il ne faut pas comme un European Act. Voilà, en fait, on doit vraiment en faire un. À un moment, ça fait longtemps qu'on en parle les uns les autres. C'est-à-dire favoriser les entreprises européennes. Oui. Comme font les Américains. Pour avoir une filière sur l'éolien, sur le solaire, sur les batteries, sur les semi-conducteurs, etc. Et on va avoir besoin de tout ça très rapidement. Et en plus, on voit qu'on est en train de rentrer dans une ère géopolitique très tendue, avec des influences, et très tendue. D'un côté, la Chine, la Russie,
les États-Unis, l'Europe, le Qatar. Ne peut pas être l'idiot du village mondial qui accepte d'ouvrir ses frontières n'importe comment et ne pas créer ses filières. Il va falloir le faire. Alors, en tout cas, pour mettre fin à une concurrence inéquitable, l'Union européenne s'est accordée mardi sur une taxe carbone aux frontières. Elle devrait être appliquée de façon graduelle à partir de 2026. Les précisions de nos confrères de France 2.